source de vie et de mort. L'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Voici un des crimes les plus sinistres de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, l'enquête commence dans les eaux froides et puissantes du fleuve Fraser, près de Vancouver, et se conclut dans une maison bien connue, autant des toxicomanes et des prostituées que des policiers. Le procès qui suivra sera un des plus complexes à jamais avoir été tenu dans la province. En 2001, le détective Peter Cross, enquêteur aux homicides de la Gendarmerie royale du Canada, et son équipe sont affectés au cas particulièrement mystérieux de l'homme sans nom. On avait obtenu de l'information sur un meurtre qui aurait eu lieu dans une maison de Surrey Nord. Le 12 mai 2001, un individu qui n'était pas un délateur, mais plutôt un témoin, a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu le meurtre comme tel, mais qu'il avait vu les résultats du meurtre. Nous avons décidé d'enquêter, même si nous n'avions aucune idée de l'identité de la victime. La maison où l'homme sans nom aurait trouvé la mort est située à Whalley, un quartier à faible revenu de Surrey. C'est un quartier délabré où le crime et la violence abondent en raison des toxicomanes qui feraient n'importe quoi pour assouvir leur dépendance à la drogue. Les enquêteurs décident de perquisitionner la maison. Quand nous avons amorcé la fouille de la maison, nous l'avons fait de manière que les résidents ne sachent pas ce qu'on cherchait. Pendant cette perquisition, les enquêteurs font de macabres découvertes. C'est à ce moment que Peter Cross baptise l'endroit la Maison des Horreurs. Nous l'avons surnommée la Maison des Horreurs, car nous avons perquisitionné la résidence à 2 reprises. Et au cours d'une des perquisitions, nous avons cherché des empreintes, du sang et tout autre indice de ce genre. Et certaines traces de sang étaient bien définies, dont une empreinte de main ensanglantée se trouvant sur le plancher. Ce n'est évidemment pas le genre de trace que laisse quelqu'un qui se pique, par exemple, mais bien le résultat d'un crime. La maison est en piteux état. À l'intérieur, tout était crasseux et négligé. Partout, il y avait de la nourriture, des déchets, des objets, des vêtements sales, des mégots de cigarettes, des bouteilles d'alcool vides, des accessoires pour la drogue. Et c'était infect. Nous avons trouvé des piles de vêtements neufs avec des étiquettes. Ils volaient donc des vêtements qu'ils échangeaient ensuite contre de la drogue. C'est ce qu'on retrouve normalement dans une maison droguée. À ce moment, les toxicomanes et le locataire et quelques-uns de ses associés se trouvaient dans la maison. Le locataire, Joe Legacy, est selon la police celui qui contrôle la maison et qui fait le trafic de drogue. Certaines personnes révèlent aux enquêteurs des faits troublants. Ils nous ont raconté des histoires de torture où on leur coupait les cheveux, on leur cassait les doigts, où on les forçait à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes dans la maison, s'ils ne pouvaient pas payer les 25 ou 50 $ réclamés. Durant mes 30 ans de service, j'ai vu beaucoup de violence. Mais l'abondance de violence dans cette maison et ce que ces prostituées ont dû endurer, c'est le genre de cas qui vous marque, vous savez. Et la quantité de violence pour si peu d'argent.
Lorsqu'on combine cette information avec celle obtenue des gens de la rue qui racontaient comment on battait et torturait les personnes dans cette maison, ça donne une bonne idée de ce qui devait s'y passer. Une des femmes présentes au moment de la perquisition partage de l'information particulièrement inquiétante avec les enquêteurs. C'était une héroïnomane très misérable. Lors de son interrogatoire, elle s'est effondrée et nous a enfin avoué « Je sais qu'il y a eu un meurtre », en faisant allusion à la victime au féminin et non pas au masculin. Ce qui indiquait qu'il y avait autre chose qui se passait. On lui faisait confiance. Elle avait beaucoup d'informations pertinentes. La femme raconte qu'elle se trouvait dans la maison quelques semaines auparavant lorsqu'une femme se faisait torturer dans la salle de bain. Elle est entrée dans la salle de bain au moment où ça se produisait. C'était le lien principal, la première preuve que nous avions en main à ce moment. Les déclarations de cette femme encouragent d'autres toxicomanes à surmonter leur peur et à offrir leurs propres informations sur l'incident. Ces gens avaient tous très peur de parler à la police. Dans ce milieu, il est mal vu de parler avec la police. Ils sentaient que ça les mettait en danger. C'était donc difficile d'obtenir de l'information de qui que ce soit. Mais c'est surtout ainsi qu'on s'est mis à comprendre qu'au moins une autre personne avait été tuée dans cette maison. C'est au cours de la 2e ou 3e semaine d'enquête qu'on a trouvé un corps flottant à New Westminster. En juin 2001, un passant découvre un corps flottant le long du quai de New Westminster, en banlieue de Vancouver. Il prévient immédiatement la police. Fred Ralston, technicien en identité judiciaire, est appelé sur les lieux. C'était le 4 juin de l'année 2001. Je travaillais de jour et j'ai reçu un appel selon quoi on avait retrouvé un corps dans le fleuve Fraser et qu'il fallait que je m'y rende pour prendre des photos avant qu'on puisse retirer le corps de l'eau. Plusieurs policiers s'étaient déjà rendus sur les lieux. J'ai remarqué un corps dans l'eau, flottant sur le ventre. C'était assez évident, d'après la physionomie générale de l'individu, que ça semblait être une femme. Les traits de son visage sont définitivement brouillés. Du point de vue médico-légal, l'eau a tendance à beaucoup compliquer l'enquête car l'eau et la faune aquatique peuvent détruire un corps assez rapidement. Le courant est très fort. Afin que le cadavre ne se fasse emporter, les enquêteurs doivent agir rapidement. Notre premier défi était de retirer le corps de l'eau sans l'endommager et sans le laisser s'échapper à nouveau dans le courant du fleuve Fraser. En fin de compte, nous avons décidé de faire venir l'équipe de plongeurs de la GRC pour retirer le corps de l'eau. Comme la police de New Westminster n'a pas sa propre équipe de plongée, elle doit faire appel aux plongeurs de la GRC. Les pieds et les mains étaient ligotés, ce qui est franchement suspect. Nous avons donc appelé l'unité des homicides. En général, les gens ne se suicident pas ou ne se noient pas intentionnellement avec pieds et mains liés. Il s'agissait évidemment d'un meurtre et nous devions être très prudents en retirant le corps de l'eau. Alors que le corps flottait toujours dans l'eau, nous l'avons inséré dans un sac mortuaire. On préserve ainsi le plus d'objets possible, comme des papiers qui tombent des poches ou des boucles d'oreilles. Ensuite, on perce des petites fentes dans le sac afin que l'eau s'écoule, car l'eau, c'est extrêmement lourd, de façon à ne pas perdre les objets qui pourraient en sortir. Dans ce cas particulier, nous avons également utilisé une civière Stokes afin de contrôler le débit de l'eau qui s'écoule du sac à tout moment donné. Une fois le corps retiré de l'eau, il est presque immédiatement confié à l'unité des homicides. Une foule s'était rassemblée. On n'allait donc pas examiner le corps sur les lieux.
Le détective Meaden et moi avons suivi le corps jusqu'à la morgue de l'hôpital Royal Columbian afin de voir si elle possédait un porte-monnaie ou autre chose qui aurait permis de l'identifier. Comment la victime a bien pu se retrouver dans le fleuve Fraser? Depuis quand son corps flotte-t-il dans l'eau? Une fois à la morgue, les enquêteurs pourront-ils déterminer son identité? Lors d'une enquête concernant le meurtre d'un homme perpétré dans un endroit nommé la Maison des Horreurs, les policiers de la GRC de Surrey, en Colombie-Britannique, apprennent qu'une femme y aurait aussi perdu la vie. C'est à ce moment qu'un corps est découvert dans les eaux du fleuve Fraser, près de Vancouver. Le corps est repêché et ensuite transporté à la morgue de l'hôpital Royal Columbian de New Westminster. Une fois à la morgue, la pathologiste entreprend son autopsie médico-légale. Une autopsie médico-légale, ça comprend plusieurs étapes. Quand le corps arrive, on va tout d'abord examiner, c'est la première étape de ce qu'on appelle l'examen externe, on va examiner les vêtements et la peau. Donc, est-ce que les vêtements présentent des traumatismes? Est-ce que la peau présente des traumatismes? Est-ce qu'il y a des preuves qu'on peut prélever? Est-ce qu'il y a des fragments de fibres arrachées d'un agresseur? Est-ce qu'il y a des liquides corporels d'un agresseur sur le corps, du sang, du sperme? Donc, toutes sortes de choses donc, qu'on va prélever sur les vêtements et sur la peau. Ensuite, on va dévêtir le corps et on va faire le même exercice, mais sans les vêtements. À l'ouverture du sac mortuaire, on confirme le sexe du cadavre, mais on ne trouve rien qui puisse mener immédiatement à l'identification de la femme. Le corps était en état de décomposition, mais un corps se décompose moins dans l'eau, surtout dans l'eau froide que sur la terre ferme, exposée aux éléments naturels. Elle avait du ruban gommé tout le tour de la tête, en passant par sa bouche, ce qui avait contribué énormément à déformer son visage. Elle portait un chandail et des jeans, ce qui en soi n'est pas très révélateur, sauf que les jeans n'étaient évidemment pas les siens. Les jeans étaient tout neufs, les étiquettes y étaient encore attachées. Et en fait, ils étaient trop petits. Quelqu'un a dû avoir bien du mal à les lui enfiler. On remarque sur le corps de la femme plus de 7 coups de couteau au bras, au dos et aux cuisses. Pourtant, aucune trace de coupure ni de déchirure dans ses vêtements. J'ai examiné ses mains parce que je savais que j'aurais à prendre ses empreintes digitales. Et elle était dégantée, ce qui veut dire qu'elle avait perdu la couche superficielle de sa peau. Malgré cela, elle était en très bon état. Et je n'avais aucune raison de croire que je ne pourrais pas obtenir de bonnes empreintes digitales servant à l'identifier. Le liquide qui s'accumule dans le corps à cause de la décomposition s'accumule entre la peau et une couche plus profonde qu'on appelle le derme. Donc, entre l'épiderme, qui est la première couche de la peau, et le derme. Et la peau s'arrache. Mais en faisant ça, le gant, comme la peau de toute la main, va s'arracher aussi. Donc, on se retrouve avec un gant de peau à l'extérieur. Ce gant-là va être récupéré de façon avec beaucoup de précaution. Et le spécialiste de l'identité judiciaire enfile un gant pour se protéger. Il va enfiler le gant cutané de façon à reprendre les empreintes digitales. Si ce gant cutané-là était perdu dans l'eau et qu'on ne le retrouvait pas, il peut prendre le derme. C'est un petit peu moins bon, mais c'est également bon pour faire les empreintes digitales. Les mains et les chevilles de la victime sont ligotées avec de la corde jaune. On peut parfois lier des nœuds peu communs à un métier ou à un passe-temps. Et si le nœud est conservé correctement, l'expert en nœuds peut l'analyser et nous fournir des indices très utiles. Nous avons passé un peu de temps à examiner la corde et l'avons remis à un spécialiste afin de déterminer comment les nœuds avaient été faits. Par la suite, nous avons tenté d'établir un lien pour l'enquête. Une fois les mains de la victime dégagées, l'expert en criminalistique peut entamer la prise d'empreintes digitales. Comme il a été impossible d'obtenir de bonnes empreintes digitales à l'autopsie,
On a malheureusement dû détacher tous ses doigts. Une fois l'autopsie terminée, nous avons réussi à prélever 4 excellentes empreintes digitales. Souvent, lorsqu'on ne connaît pas l'identité d'une victime, c'est le premier indice à vérifier. C'est très simple, car si elle a déjà eu des démêlés avec la justice, nous trouverons ses empreintes dans nos dossiers. On le fait aussi pour les personnes dont on connaît déjà l'identité et qui décèdent. Si elles ont un casier judiciaire, nous enverrons leurs empreintes digitales à Ottawa afin que celles-ci soient rayées de la base de données nationale. Fred Ralston envoie une copie des empreintes des 4 doigts pour vérification à la base de données de Vancouver. Aucune correspondance n'est établie. On fait donc parvenir les empreintes à la base de données nationale, à Ottawa. En dépit du travail méticuleux de Ralston, cette deuxième recherche demeure infructueuse. J'ai recommencé et cette fois, j'ai obtenu les 10 empreintes et j'ai contacté Ottawa de nouveau. Au bout d'une couple d'heures, ils m'ont communiqué les résultats. Négatifs, encore une fois. Ça m'a déçu, car si on avait pris ces empreintes dans le passé, comment ne pas pouvoir l'identifier maintenant? Mais ils n'ont pas réussi. Les empreintes ne fournissent aucune piste. A-t-on sous la main un crime parfait? Les enquêteurs doivent trouver d'autres façons d'identifier la femme. Elle avait un tatouage sur son épaule gauche, un scorpion avec des yeux rouges, et si je me souviens, 2 points rouges sur la queue. Au début de l'enquête, nous nous sommes concentrés sur le tatouage en forme de scorpion, afin d'identifier la victime. On mise maintenant sur le tatouage. Malgré l'état du cadavre, on réussit à prendre une bonne photographie du tatouage qu'on distribue aux médias de la province. Entre-temps, Ralston reçoit les empreintes digitales de 4 personnes portées disparues. On lui demande de les comparer à celles de la victime. Encore une fois, le résultat est négatif. Une autre piste se présente à lui. Finalement, une femme de Coquitlam m'a appelé pour signaler la disparition d'une personne qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps. J'ai dépêché un de nos agents à Coquitlam afin qu'il aille cueillir des empreintes. Une semaine s'est écoulée depuis la découverte du corps et les enquêteurs restent bredouilles. Cette dernière piste aidera-t-elle les enquêteurs à identifier la victime? Le corps d'une femme est retrouvé dans le fleuve Fraser, au quai de New Westminster, une banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est en état avancé de décomposition. Ses jambes et ses bras sont ligotés. Les enquêteurs viennent de recevoir les empreintes digitales d'une femme disparue de Coquitlam, une ville avoisinante. Cette fois, les empreintes de la femme disparue correspondent à celles de la victime et son identité peut enfin être confirmée. Elle s'appelle Annette Allen. Je crois que sa mère vivait toujours en Saskatchewan et qu'elle avait un frère aussi. Annette habite en Colombie-Britannique depuis quelque temps, mais on ne lui connaît aucune parenté dans cette province. Sa disparition n'a jamais été signalée. Elle fréquentait un toxicomane qui était aussi impliqué dans le trafic de drogue. Peu après le début de leur fréquentation, il est allé en prison et Annette a aménagé avec une parente de cet homme. En raison des va-et-vient fréquents et de la vie instable d'Annette, la dame avec laquelle elle vivait ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait disparu. Jusqu'au moment où son corps a été retrouvé et les photos des tatouages ont été diffusées. Dans un cas comme celui-ci, où il y a présence de traumatismes qui auraient pu contribuer à la mort, il est normal de faire une étude toxicologique. Les résultats révèlent des quantités de drogue dans le système d'Annette comparables à celles d'une toxicomane. Elle avait dans son système une quantité mortelle d'héroïne. On a aussi décelé de la cocaïne et, si je me souviens, de l'alcool. À la découverte de l'identité d'Annette, la police de New Westminster communique avec Peter Cross. Elle croit qu'il y a un lien entre
entre le cas d'Annette et celui de l'homme sans nom, sur lequel Cross travaille déjà. Nous avons réussi à faire un lien entre cette femme et la maison qui faisait déjà l'objet d'une autre enquête. Le cas d'Annette Allen est dès lors transféré au détachement de la GRC de Surrey et Peter Cross devient l'enquêteur principal. Les enquêteurs découvrent qu'Annette fréquentait la promenade, une section de voie allée où les prostituées exercent leur métier. Ils découvrent aussi qu'elle était en compagnie de Joanna Larson le 22 avril dernier, jour où elle a été aperçue vivante pour la dernière fois. Joanna Larson l'avait emmenée dans cette maison. Nos informations indiquaient que Joanna Larson en voulait à Annette Allen. C'est à ce moment de l'enquête que nous avons découvert comment toute cette affaire avait commencé. Nous avons déterminé assez rapidement qu'elle était décédée dans cette maison, ou du moins que l'histoire avait commencé là. Les enquêteurs n'ont pas suffisamment de preuves pour arrêter qui que ce soit. On ordonne une deuxième perquisition, plus poussée cette fois. Nous avons retiré les tuyaux d'évacuation. Nous avons cherché la maison de fond en comble. Nous avons passé 2 jours et demi, 3 jours à examiner cette maison. Peter Cross avait entendu des rumeurs concernant la cour de la Maison des Horreurs. Beaucoup de monde, en particulier des gens de la rue, nous en avaient parlé. Nous devions le faire car trop de monde parlait de corps enterrés dans la cour. Il décide d'utiliser la technologie du radar au sol pour sa deuxième perquisition. À l'époque, la technologie est nouvelle. Il est un des premiers de son détachement à en faire usage. On peut l'utiliser pour trouver presque n'importe quoi. L'appareil diffuse une image radar qu'on peut visionner sur un écran et qui est semblable à toute autre image provenant d'un radar. Il émet la forme et les dimensions de l'objet. Donc, si on cherche un cercueil ou un fusil, c'est cette forme que prendra l'image. Le radar mesure les perturbations dans le sol. Il tient compte de la répartition moyenne de la Terre et indique un changement dès qu'il le repère. Si on cherche un corps, c'est cette forme que renvoie le radar. Le radar au sol ne révèle la présence d'aucun corps enfoui sur la propriété. Nous avons finalement conclu que c'était probablement une façon de menacer les gens qui fréquentaient la maison. La deuxième perquisition mène à la découverte de 27 profils d'ADN dans la maison. Mais aucune trace d'Annette Allen, ni de son meurtrier, n'est trouvée. Soit que les informateurs mentent, soit que quelqu'un a très bien réussi à masquer son crime. Nous avons toujours en main 27 profils d'ADN non identifiés. Chacun de ces profils provient d'échantillons de sang. Autrement dit, le sang de 27 personnes différentes a coulé dans cette maison. Et nous avons réussi à en identifier aucun. La Maison des Horreurs est fermée. Joe Legacy est arrêté et cité comme étant en partie responsable de la mort d'Annette Allen. Mais il est vite relâché. Suite aux audiences préliminaires, j'ai conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre Legacy. On ne l'a donc pas accusé de meurtre ni d'homicide involontaire. Legacy était un suspect prometteur, mais il est maintenant un homme libre. Selon moi, c'était une décision basée sur la loi plutôt que sur le bon sens. En raison des échappatoires légales et du rôle de Legacy dans cette affaire, le grand public dirait « Mais oui, il est évidemment coupable ». Le problème, c'est que le système judiciaire ne correspond pas toujours à l'opinion du public. Pour les enquêteurs, les seules pistes qu'il reste à poursuivre sont des témoignages impliquant 2 suspects possibles, Joanna Larson et Francis Gauthier. Joanna Larson et Francis Gauthier étaient considérés comme des amis. Francis était en quelque sorte le portier de la maison. Il y travaillait et y vivait, et Jojo s'y rendait tout le temps. Les informations que nous avions en main nous portaient à croire que ces deux avaient parlé de commettre un meurtre et qu'ils se provoquaient en disant « Tu pourras pas tuer qui que ce soit, tu n'en seras pas capable ».
Les témoins sont des toxicomanes, ce qui n'aide pas la situation. Peter Cross doute que leur déclaration soit fiable. En raison de leur toxicomanie, il est très difficile de se fier à eux, de corroborer leurs informations et de compter sur eux. Cross décide de procéder avec le peu d'informations qu'il a en main. Nous avons décidé que la meilleure façon de procéder avec l'enquête serait une opération d'infiltration. La première opération d'infiltration cible Joanna Larson. Cette dernière révèle assez rapidement des informations quant à son rôle dans la mort d'Annette Allen. Elle aimait définitivement se vanter. Ça lui plaisait bien d'en parler. Il s'avère que Joanna avait précédemment participé à un vol et était convaincue qu'Annette l'avait dénoncé. Nous avons par la suite confirmé qu'elle n'avait dénoncé personne, mais Joanna était convaincue du contraire. Il était aussi question d'une dette de 20 $. Annette devait 20 $ à quelqu'un pour de la drogue et ça tracassait Joanna aussi. Annette est arrivée et ils l'ont forcée à entrer dans la maison sous prétexte qu'il lui donnerait de la drogue. Et je crois qu'une fois à l'intérieur, ils l'ont immédiatement ligotée et l'ont jetée dans la baignoire. Annette Allen est attaquée, poignardée à plusieurs reprises et même frappée à coups de marteau. Larson se vante d'avoir pris part à l'attaque, mais ajoute que c'est un homme appelé Francis Gauthier qui en était l'instigateur. Joanna Larson a essentiellement admis ce qui s'est passé, mais elle jette la majorité du blâme sur Gauthier. L'accusation de Gauthier par Larson n'est pas admissible en cours. Pour que cette information tienne, il faudrait que Gauthier avoue lui-même avoir commis le meurtre. Il savait que Gauthier était impliqué, mais même si on sait qu'un individu est impliqué, il faut trouver des preuves utilisables contre lui. C'est pourquoi ils ont mené une deuxième opération d'infiltration. Dans un premier temps, Joanna Larson est arrêtée pour le meurtre d'Annette Allen. La police lance ensuite l'opération d'infiltration ciblant Francis Gauthier. Évidemment, lorsqu'on a amorcé la deuxième opération, on espérait vraiment qu'ils ne se parlent pas, que l'un ne dise pas à l'autre ce qui se passait. Gauthier se confiera-t-il aux agents d'infiltration aussi rapidement que l'a fait Larson? Son histoire sera-t-elle la même? La police obtiendra-t-elle les preuves nécessaires afin d'appréhender le meurtrier d'Annette Allen? Le corps d'Annette Allen a été repêché des eaux du fleuve Fraser. On associe sa mort à une maison de toxicomanes située à Surrey, en Colombie-Britannique, surnommée la Maison des Horreurs. Pourtant, 2 perquisitions n'ont révélé aucune trace de l'ADN d'Annette dans la maison. Les enquêteurs ont terminé une opération d'infiltration liée à Joanna Larson. Armée des affirmations que Larson a faites sur Francis Gauthier, la police commence une deuxième opération d'infiltration. Il était introverti, parlait peu, ne se sentait pas très bien dans sa peau. Il a évidemment une tendance à être violent. Mais Francis Gauthier ne donne pas la même impression d'être un tueur, comme c'est le cas de Joanna Larson. Je crois que c'était un peu plus difficile pour lui d'en parler. Mais au bout du compte, il semblait assez fier de lui. Gauthier finit par raconter sa version des faits. Il dormait sur le divan lorsque Joanna Larson a emmené Annette Allen à la maison et a commencé à la torturer. Annette Allen serait venue à la maison acheter de la drogue. Aussitôt arrivée, Larson la pousse dans la salle de bain et se met à la torturer, en la poignardant et la frappant. Larson torture Annette pendant plusieurs heures.
Une fois qu'elle a terminé, elle recrute Francis Gauthier pour l'aider à la coffrer. Se faire coffrer est un terme de la rue. Ça comprend se faire battre, se faire raser la tête et se faire balancer dans le coffre d'une voiture pour ensuite se faire conduire. Tout ça en guise de punition ou pour se faire convaincre de payer ses dettes. Annette est inconsciente et au seuil de la mort. Gauthier et Larson l'enveloppent dans un rideau de plastique, puis l'enferment dans le coffre d'une voiture stationnée à côté de la maison. Plusieurs voitures étaient habituellement garées dans l'entrée, la plupart sans immatriculation ni assurance. Typiquement, il y avait une plaque d'immatriculation en règle qu'on installait sur la voiture qu'on choisissait de conduire cette journée-là. Au début, il faisait encore jour, alors ils ont dû attendre quelque temps à Surrey Nord. Larson et Gauthier roulent pendant plusieurs heures à la recherche d'un endroit propice où se débarrasser d'Annette. Ils s'arrêtent sous le pont Alex Fraser. Une discussion éclate entre les deux complices. Pendant qu'ils essaient de prendre une décision, Annette réussit à ouvrir le coffre. Larson et Gauthier reviennent à eux. Ils ligotent Annette avant de reprendre la route. Dans leur état de panique, ils ne remarquent pas que quelqu'un les a vus faire. L'homme rentre chez lui avant de rapporter ce qu'il a vu au centre d'appel 911. Larson et Gauthier se rendent éventuellement à New Westminster. Tout près du quai de New Westminster, à une centaine de mètres d'où le corps a été retrouvé. Annette les supplie de ne pas la tuer. Mais Gauthier l'étrangle. Jette son corps dans le fleuve Fraser. La confession de Gauthier aux agents d'infiltration est une preuve suffisante pour que des procédures soient entamées contre lui. Gauthier est arrêté pour le meurtre d'Annette Allen. Les arrestations de Joanna Larson et de Francis Gauthier rapprochent Peter Cross de son but. Il sait que le plus difficile reste encore à faire: mettre les coupables derrière les barreaux. Le cas est d'autant plus compliqué que les témoins et informateurs sont toxicomanes. Du point de vue de l'enquêteur, c'est horrible. Et quand débute le processus judiciaire, c'est encore pire. Ils ne sont pas du tout fiables. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se rendent à un interrogatoire. S'ils se présentent, c'est un miracle. Il est peu probable qu'ils se présentent en cours, même s'ils savent qu'ils doivent le faire. Il faut envoyer la police les chercher. Ils ont beaucoup de problèmes de mémoire. Étaient-ils même conscients lorsque les incidents ont eu lieu? Puis il y a la peur, l'intimidation. Depuis le début, on s'est fait dire «
vous ne réussirez jamais à vous rendre au procès parce que ces gens ne collaboreront pas. À moins que quelqu'un accepte de témoigner, on n'a pas de cas. Et c'est un cas très difficile à prouver. Peter Cross et son équipe ont un énorme travail devant eux avec la préparation des procès de Joanna Larson et de Francis Gauthier. Christopher McPherson est choisi comme procureur de la couronne. Il a passé bien des années en tant qu'avocat de la défense et a beaucoup d'expérience avec des clients toxicomanes. C'est l'homme idéal pour ce dossier. Ça nous donnait un certain avantage, car j'ai eu affaire à des individus de la sorte pendant des années, à mon bureau et au cours d'interrogatoire. Son expérience lui dicte aussi que le cas d'Annette Allen ne sera pas facile. Dès le départ, on savait qu'il y avait des problèmes. Bien sûr, il y avait le ruban gommé, la corde, les vêtements. Mais aucun de ces objets ne pouvait être lié à la maison. On peut se procurer ces choses n'importe où. Rien qui aurait servi lors de l'attaque n'aurait pu qualifier d'arme du crime. On a trouvé des couteaux dans la maison, mais on ne pouvait pas prouver qu'ils avaient été utilisés. L'attaque a eu lieu dans la salle de bain, dans la baignoire. Et on l'avait évidemment nettoyé avec du javelisant. Et je crois me souvenir qu'ils ont vérifié le siphon de la baignoire, mais n'ont rien trouvé. Essentiellement, aucune preuve physique ne liait Annette Allen à la maison. Même si Annette était enroulée dans un rideau de plastique, McPherson est vraiment étonné qu'on n'ait pu trouver aucune preuve de sa présence dans la voiture. Si on avait eu des preuves médico-légales qu'Annette Allen s'était retrouvée dans cette voiture, notre cas aurait été beaucoup plus solide. Sans aucune preuve médico-légale, le succès de la cause repose sur deux éléments, soit les opérations d'infiltration et les rapports des témoins toxicomanes. Les deux présentent certains problèmes. Dans le cas de Larson, on n'est pas certain que les informations recueillies lors de l'opération d'infiltration soient admissibles en cours. Elle a dit certaines choses qui contredisent les faits entourant la découverte du corps. Parce qu'ils sont de sérieux toxicomanes, leurs souvenirs et leurs perceptions sont imprécis. Ils ont oublié certaines choses. Même s'ils n'essaient pas de mentir, de toute façon, ils ne sont pas entièrement conscients de ce qui se passe autour d'eux. Sans preuve médico-légale, ni témoin fiable, le procureur de la Couronne a peu de chances de gagner sa cause. Trois personnes ont été citées relativement à la mort d'Annette Allen, dont le corps a été retrouvé en juin 2001 dans le fleuve Fraser, à New Westminster, en Colombie-Britannique. Joe Legacy est acquitté, faute de preuves le liant au meurtre. La Couronne prépare sa cause contre Francis Gauthier et Joanna Larson. Les suspects, autant que les témoins, ont une dépendance aux drogues, ce qui complique énormément la cause. Comme ce sont les seuls témoins disponibles pour la Couronne, une solution évidente se présente. L'équipe de Peter Cross prend en charge les témoins, qui s'inscrivent dans un programme de désintoxication afin de pouvoir participer pleinement au procès. C'est aux policiers à s'assurer à augmenter la crédibilité du témoin toxicomane. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est de convaincre ou d'assister de toxicomanes dans l'abstinence, au moins pour la durée des procédures. Et on l'espère, on va lui fournir des services d'aide par la suite pour qu'il demeure abstinent. Ce n'est pas chose facile pour l'équipe de Peter Cross, mais le jeu en vaut la chandelle. Ils ont fait un travail remarquable avec 2 ou 3 des témoins, s'assurant d'être toujours à leur disposition en cas de besoin, les invitant à prendre un café, les gardant sur la bonne voie, mettant à leur disposition une ligne ou appeler s'ils sentaient venir une rechute. Je dois donner beaucoup de mérite à la police. Car même s'il s'agit d'un meurtre dans le milieu de la drogue, ils ont travaillé très fort et ont continué à travailler très fort jusqu'à la fin du procès. C'était un de ces dossiers où nous avions suffisamment de preuves pour accuser une personne, mais la moitié des témoins n'allaient même pas se présenter. Un des témoins,
à qui les enquêteurs apportent un appui solide, devient le témoin clé. C'était une femme qui fréquentait la maison pour acheter de la drogue. Elle avait voulu utiliser les toilettes. Et lorsqu'elle est entrée, elle a vu Annette dans la baignoire. Mais un autre problème complique le cas encore plus, la détermination de la cause du décès. Une question qu'on a soulevée en cours est le niveau de toxicité attribuable aux drogues dans son système. Selon un des arguments de la défense, les drogues l'avaient tuée. Nous devions donc prouver qu'elle était toxicomane et que par conséquent, son niveau de toxicité n'était pas le même que celui d'une personne qui se drogue pour la première fois. Au moment de sa mort, elle avait un taux très élevé de drogue dans son système, ce qui a suscité plusieurs questions. Lui ont-ils injecté des drogues? Serait-ce ce qui est survenu? Le temps écoulé est-il beaucoup moindre que ce qu'ils ont prétendu? Et il faut tenir compte du fait que tous les deux prenaient de la drogue à ce moment. À quel point le temps écoulé est-il précis? Pour les témoins qui ont une forte dépendance à la drogue, le temps devient complètement élastique. Il est pratiquement impossible de déterminer quand un événement a eu lieu. Le procureur n'a pas de preuves tangibles ni de cause du décès, et les témoins sont toxicomanes. Le procès s'ouvre et la première personne à être jugée est Francis Gauthier. À la suite de leurs enquêtes préliminaires, qui ont lieu à quelques mois d'intervalle, Francis Gauthier et Joanna Larson sont accusés du meurtre au premier degré d'Annette Allen. Ce n'était pas un cas qui s'améliorait avec le temps. Certains témoins sont devenus encore moins fiables. J'ai enfin consenti à une accusation d'homicide involontaire dans les deux cas. La couronne était disposée à accepter une accusation d'homicide involontaire parce que, lorsque la majorité des témoins sont sur le point de ne pas pouvoir témoigner, si vous commencez le procès avec une dizaine de témoins plus ou moins bons et que la défense commence à les discréditer, souvent vous pouvez vous retrouver sans aucun témoin crédible. Le 5 novembre 2004, Francis Gauthier reçoit une peine de 18 ans de prison pour homicide involontaire. Le 2 juin 2005, c'est au tour de Joanna Larson qui reçoit la même peine. La décision de la Cour représente une énorme victoire pour tous ceux qui ont contribué à résoudre le meurtre d'Annette Allen. Nous étions très proches d'Annette Allen, en ce sens qu'on la considérait comme une victime légitime et que ça n'aurait jamais dû lui arriver, que c'était tragique et affreux. Nous étions très satisfaits de la peine de 18 ans, car c'est probablement la peine maximale pour un homicide involontaire. Chaque fois que j'y pense, je suis très fière de la façon dont cette histoire s'est terminée. Les coupables ont été incarcérés et justice a été rendue. En tant qu'agente de police, ma plus grande leçon est que chacune de ces personnes a une histoire et une raison pour se retrouver là où ils se trouvent. Et si vous prenez le temps de les écouter, vous allez peut-être mieux apprécier et comprendre leur situation. Nous avions une bonne équipe d'enquêteurs. Nous avons fait un bon travail sur ce dossier. C'est un de ces dossiers qui me rend très fier et dont on me parle constamment. Un de ces dossiers dont les gens se rappellent, qui a joui d'une énorme couverture médiatique et qui est connu du public. C'est aussi un de ces dossiers qui a fait ressortir le bien. L'issue du procès se répercute dans la communauté. On a ressenti un effet sur la petite communauté de Whalley, où personne ne semblait leur prêter attention et où on se plaignait que la police ne les prenait pas au sérieux. Le maire a fait démolir la maison, l'a fait raser. Et je crois que c'était un geste symbolique qui voulait dire que maintenant, on s'occupe de ce genre de problème et que par conséquent, les maisons de drogués ne seront plus tolérées. À ce jour, l'enquête du cas de l'homme sans nom se poursuit. Il y a toujours espoir que sa mort sera un jour élucidée. Joanna Larson et Francis Gauthier
ont cru pouvoir déjouer les enquêteurs dans le cas d'Annette Allen. Mais l'eau leur a servi de bien mauvaise complice.